Je regardais mon téléphone, relisant pour la 5e fois le texto de papa. Ne viens pas à Noël cette année. Ton frère amène sa petite amie, et elle est vice-présidente dans une entreprise de technologie. Nous ne voulons pas que tu rendes les choses gênantes avec ta situation. Ma situation? C'est ainsi qu'ils appelaient ma vie maintenant. J'étais au chômage depuis 6 mois, après le licenciement dans mon agence de marketing. Pendant ce temps, mon jeune frère, Tyler, sortait avec quelqu'un qui avait réussi. Et soudain, je n'étais plus assez bien pour la fête de Noël en famille. Le texto s'affichait sur mon écran comme une gifle. Je n'arrêtais pas de penser qu'il devait y avoir une erreur, un malentendu. C'était ma famille. C'étaient les personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement. Mais alors que j'étais assise dans mon appartement, la lumière du soleil d'hiver entrant par les fenêtres, froide et distante, j'ai réalisé que cela couvait depuis des mois. En grandissant, j'ai toujours été la responsable, la fille aînée qui faisait tout correctement. J'ai financé mes études universitaires en travaillant 2 emplois, l'un comme barista pendant la journée, et l'autre comme serveuse le soir. Je me souviens d'étudier dans ma voiture entre 2 services, survivant au café et à la détermination. J'ai obtenu mon diplôme avec mention, en marketing et communication, et j'étais si fier. Mes parents sont venus à la cérémonie, ont pris des photos, mais je me souviens que papa regardait sa montre pendant la cérémonie. Tyler avait un match de basket cet après-midi-là. Tyler, mon petit frère de 3 ans mon cadet, a toujours été l'enfant chéri, celui qui ne pouvait rien faire de mal. Des notes moyennes? Ce n'était pas grave. Il était créatif. Il changeait de travail tous les 8 mois. Il se cherchait. Il n'a jamais remboursé les $5000 qu'il m'avait empruntés il y a 4 ans. Eh bien, je gagnais plus d'argent que lui, alors quelle importance? J'ai bâti une solide carrière dans le marketing. 12 ans de travail acharné, passant d'un poste d'assistante à celui de directrice marketing senior. J'ai développé des campagnes qui ont remporté des prix. J'ai encadré du personnel junior. J'étais doué dans ce que je faisais, vraiment doué. Quand mon entreprise a licencié en juin, ce n'était pas une question de performance. Ils ont supprimé 3 départements entiers suite à une fusion. J'ai reçu une indemnité de départ décente et des allocations de chômage. J'avais des économies. Je n'étais pas désespéré. Ce que je faisais, c'était être stratégique. Après 12 ans de labeur, à sacrifier des week-ends et du temps personnel, j'étais épuisé. L'indemnité m'a donné un coussin pour vraiment réfléchir à ce que je voulais ensuite. J'ai refusé 2 postes parce qu'ils ressemblaient à plus de la même fatigue, avec des noms d'entreprises différents. Je donnais la priorité à ma santé mentale, à mon avenir, à ma croissance. Mais mes parents ne le voyaient pas de cette façon. Thanksgiving avait été le tournant. J'aurais dû le voir venir. Nous nous étions réunis chez mes parents en banlieue, la même maison où j'ai grandi, avec ses murs familiers de couleur crème et les photos de famille qui bordaient le couloir. Tyler est arrivé en retard, comme d'habitude, avec un grand sourire. Tout le monde, je veux vous présenter Jessica, a-t-il annoncé, et une femme élégante en vêtements de marque est entrée, son sourire éclatant et confiant. Les yeux de papa se sont littéralement illuminés. Je ne l'avais pas vu regarder quelqu'un comme ça depuis des années, peut-être jamais. Jessica, nous a dit Tyler, tu travailles dans la tech? Oui, je suis vice-présidente du développement de produits chez Next Tech Solutions, a-t-elle dit, et j'ai vu le visage de ma mère se transformer en pur délice. Pendant les 2 heures qui ont suivi, chaque conversation a tourné autour de Jessica, son salaire, son poste, ses relations dans le secteur, ses analyses des tendances du marché. Maman lui a posé des questions sur les options d'achat d'actions. Papa voulait connaître sa trajectoire de carrière. Tyler était assis là, rayonnant comme s'il avait gagné au loto, et peut-être que, à leurs yeux, c'était le cas. J'ai essayé de participer à la conversation. J'ai mentionné un entretien prometteur que j'avais eu la semaine précédente, avec une start-up qui faisait un travail innovant dans le marketing durable. Papa a littéralement levé la main pour m'arrêter en pleine phrase. C'est bien, America. Jessica, dis-nous en plus sur la façon dont on devient vice-présidente à 26 ans. C'est remarquable. J'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. J'avais 32 ans, et on me traitait comme une enfant qui interrompt une conversation d'adulte. Le reste de Thanksgiving a été du même acabit. Chaque fois que je parlais, on me coupait la parole ou on m'ignorait. Tyler et Jessica sont devenus le centre de l'univers. Quand nous nous sommes assis pour dîner,
maman avait même réarrangé les places pour que Jessica soit à côté de papa, en bout de table. Je me suis retrouvé à l'autre bout, à côté de mon cousin de 10 ans qui a passé tout le repas à jouer sur sa tablette. Après Thanksgiving, j'ai remarqué que le chat de groupe familial devenait plus silencieux. Enfin, plus silencieux pour moi. J'envoyais des messages pour demander comment tout le monde allait, je partageais des articles que je pensais que maman trouverait intéressants, j'essayais de rester connecté. Mes messages restaient là, non lus ou ignorés, mais les mises à jour de Tyler obtenaient des réponses immédiates. Je vais dîner avec Jess ce soir, dans ce nouveau restaurant français du centre-ville. 12 réponses. Des émojis cœur de maman. C'est mon garçon, de papa. Jessica a tellement bon goût, de 3 tantes différentes. Je me suis dit que ce n'était pas grave. Que j'étais sensible. Qu'ils étaient juste excités par la nouvelle relation de Tyler. Que ça s'équilibrerait avec le temps. Ça ne s'est pas équilibré. Mon chômage est devenu ce secret honteux qu'il ne voulait pas reconnaître. Début décembre, j'ai croisé l'amie de ma mère, Patricia, à l'épicerie. Elle m'a demandé comment j'allais, et je lui ai donné une réponse honnête, que j'étais entre 2 postes et que je prenais mon temps pour choisir ma prochaine étape. Le lendemain, maman m'a appelé, et sa voix était tendue de colère. Pourquoi as-tu dit à Patricia que tu es au chômage? Sais-tu l'image que ça nous donne? J'ai dit à tout le monde que tu travaillais en tant que consultante indépendante. Peux-tu juste dire ça à partir de maintenant? Consultante indépendante. Une façon plus jolie de dire que je n'avais rien. Puis est arrivé le texto de Noël. 3 jours avant la fête. Papa n'a même pas appelé, juste un texto qui m'a fait l'effet d'une porte qui claque au visage. Je l'ai lu et relu, chaque mot me blessant un peu plus. Ne viens pas à Noël cette année. Pas nous devons limiter le nombre d'invités. Pas on fait ça en petit comité. Juste ne viens pas. Ton frère amène sa petite amie, et elle est vice-présidente dans une entreprise de technologie. Comme si son titre professionnel était plus important que le fait que je sois sa fille. Nous ne voulons pas que tu rendes les choses gênantes avec ta situation. Ma situation. 6 mois de chômage, pendant lesquels je réfléchissais à ma prochaine étape de carrière stratégique, m'avait transformé en une source d'embarras. Un problème. Quelqu'un qui rendrait les choses gênantes à leur parfaite fête de Noël. J'ai essayé d'appeler maman. Mes mains tremblaient en appuyant sur son contact. Elle a répondu à la 4e sonnerie, et je pouvais entendre des rires et de la musique en arrière-plan. Il célébrait déjà quelque chose. Maman, j'ai reçu le texto de papa à propos de Noël. C'est vrai? Vous ne voulez pas que je vienne? Il y a eu une pause, puis sa voix est venue, froide et détachée. America, tu as 32 ans et tu es au chômage. Jessica a 26 ans et elle est déjà vice-présidente. Sais-tu à quel point ce serait embarrassant d'expliquer pourquoi notre fille aînée n'a rien à montrer? Tyler amène quelqu'un de si accompli, et nous pensons juste qu'il vaut mieux que tu passes ton tour cette fois. Tu pourras venir l'année prochaine, quand tu auras remis ta vie en ordre. Quand tu auras quelque chose dont tu pourras être fier. Quelque chose dont je pouvais être fier. 12 ans de succès professionnel ne signifiaient apparemment plus rien. Une période de transition, et j'étais sans valeur à leurs yeux. Maman, je travaille depuis que j'ai 16 ans. J'ai payé mes études. J'ai eu une carrière réussie. Tu as eu, a-t-elle interrompu. Passé. Écoute, nous devons finir de nous préparer pour la fête. On parlera après les vacances. Peut-être que d'ici là, tu auras de bonnes nouvelles à partager. Elle a raccroché. Juste comme ça. Pas de je t'aime. Pas de tu nous manqueras. Juste une tonalité et le poids écrasant du rejet. J'ai fait du café et je me suis assise près de ma fenêtre, regardant les familles passer dans la rue en contrebas, emmitouflées dans des manteaux, portant des cadeaux, riant ensemble. Mon téléphone est resté silencieux jusqu'à environ 14 heures. Puis les notifications ont commencé, des mises à jour des réseaux sociaux de la fête. Je n'aurais pas dû regarder. Je savais que ça ferait mal, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Il y avait maman, vêtue d'un pull rouge, son bras autour de Jessica, toutes deux souriant à l'appareil photo. Légende, bénie d'avoir des personnes aussi merveilleuses dans nos vies. 43 j'aime. Papa a publié une photo de Tyler et Jessica, debout près du sapin de Noël, le bras de Tyler autour de sa taille, tous deux ressemblant à une publicité de magazine pour de jeunes couples à succès.
La légende de papa m'a retourné l'estomac, si fier de notre famille et des personnes incroyables qui la composent. Joyeux Noël à toute notre famille. Les personnes incroyables qui la composent. Je n'étais sur aucune photo. Pas une seule. C'était comme si je n'avais jamais existé. Ma tante Linda, la sœur de papa, a commenté la photo, magnifique. Où est America? Personne ne lui a répondu. J'ai fermé l'application et j'ai posé mon téléphone, face contre la table basse. Je ne pleurais pas. J'ai refusé de pleurer davantage pour des gens qui ne me valorisaient manifestement pas. Au lieu de cela, je suis restée assise là et je me suis laissé ressentir la colère, la blessure, la trahison absolue. Et puis j'ai pris une décision. J'en avais fini de vivre pour leur approbation, d'attendre qu'ils voient ma valeur. S'ils ne pouvaient pas me célébrer au plus bas, ils ne méritaient pas de me célébrer au plus haut. Ce qu'ils ne savaient pas, ce que je n'avais dit à personne sauf à mon ancienne collègue Diana, c'est que j'avais un secret. Il y a 6 mois, juste avant le licenciement, Diana et moi avions commencé à développer quelque chose. C'était une développeuse technologique brillante, et j'avais un esprit marketing stratégique. Ensemble, nous avions créé les bases d'une plateforme de marketing numérique qui utilisait l'intelligence artificielle pour uniformiser les règles du jeu pour les petites entreprises. Les grandes entreprises disposaient de budgets marketing et d'équipes énormes, les petites entreprises luttaient pour rivaliser. Notre plateforme analyserait les tendances du marché, le comportement des consommateurs et la concurrence en temps réel, puis générerait des stratégies marketing personnalisées que les petites entreprises pourraient réellement se permettre et mettre en œuvre. C'était innovant. C'était nécessaire. Et c'était presque prêt. Le licenciement avait en fait été une bénédiction déguisée. Au lieu de sauter sur un autre poste en entreprise, j'avais utilisé mes indemnités et mes économies pour développer cette plateforme avec Diana. Nous avions travaillé en silence, nous réunissant dans des cafés et des espaces de coworking, construisant quelque chose de réel. Je n'en avais pas parlé à ma famille parce que, honnêtement, ils n'avaient jamais vraiment écouté mes rêves auparavant. Les idées de Tyler étaient toujours aussi créatives et originales. Les miennes étaient généralement accueillies par des hochements de tête polis et des changements de sujet rapides. Le lendemain de Noël, mon téléphone a sonné. Le nom de Diana s'est allumé sur l'écran. Joyeux Noël, America, a-t-elle dit, et sa voix était chaleureuse, sincère. Comment vas-tu? Je lui ai tout raconté, le texto, l'exclusion, les photos sur les réseaux sociaux. Elle a écouté sans interrompre, et quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un moment. Ce sont des idiots, a-t-elle finalement dit. Des idiots complets et totaux. Mais tu sais quoi? Leur perte va devenir très claire. J'ai des nouvelles. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Quelle nouvelle? La réunion avec les investisseurs. Celle qu'on attendait. C'est confirmé. Le 18 janvier. America, ce ne sont pas des petits investisseurs. C'est Quantum Venture. Ils ont financé 3 startups qui valent maintenant plus de 100 millions chacune. Ils veulent nous rencontrer. Je me suis levé de mon canapé, soudain pleine d'énergie. Tu es sérieuse? Tout à fait sérieuse. Je leur ai envoyé notre démo la semaine dernière, et ils m'ont appelé ce matin. Ils veulent une présentation complète. C'est le moment, America. C'est notre chance. Nous avons passé les 3 semaines suivantes à travailler plus dur que je ne l'avais jamais fait. Des journées de 18 heures. Diana s'occupait des démonstrations techniques pendant que j'élaborais notre argumentaire, développais notre analyse de marché, et créais des projections et des stratégies. Nous avons répété notre présentation jusqu'à ce que nous puissions la faire en dormant. Ma famille n'a pas appelé une seule fois pendant ces 3 semaines. Pas pour prendre de mes nouvelles, pas pour s'excuser, rien. Et je n'ai pas non plus cherché à les joindre. J'étais trop occupé à construire quelque chose qui comptait. Le 18 janvier est arrivé, froid et clair. Diana et moi nous sommes habillés de nos plus beaux tailleurs et nous sommes entrés dans les bureaux de Quantum Venture, au 30e étage d'un gratte-ciel du centre-ville. La vue surplombait toute la ville. Des baies vitrées montraient le monde qui s'étendait en contrebas. 3 investisseurs étaient assis de l'autre côté de la table de conférence, Richard Chen, Maria Rodriguez et James Patterson. Chacun d'entre eux avait créé et vendu plusieurs entreprises à succès. C'étaient des légendes dans le monde des startups. Nous avons présenté pendant 45 minutes notre plateforme, notre vision, notre étude de marché. La démo s'est déroulée sans accroc.
L'explication technique de Diana était claire et convaincante. Ma stratégie marketing a montré exactement comment nous allions conquérir des parts de marché. Quand nous avons eu fini, il y a eu un silence. Richard s'est adossé à sa chaise, regardant Maria, puis James. Ils ont semblé avoir toute une conversation juste par le regard. Finalement, Richard a parlé. De combien de financement avez-vous besoin? Diana et moi nous étions mises d'accord sur un chiffre. Un demi-million pour commencer, avec des projections pour une montée en puissance. 500 000 $, ai-je dit, en gardant ma voix stable malgré mon cœur qui battait la chamade. Richard a souri. Nous allons vous offrir quelque chose de différent. Nous ne voulons pas seulement financer votre plateforme. Nous voulons l'acquérir et vous installer toutes les deux comme PDG d'une nouvelle filiale sous l'égide de Quantum Venture. Nous fournirons le financement, l'infrastructure, le personnel de soutien. Vous garderez le contrôle créatif et la direction. Nous parlons d'un prix d'achat de 3,2 millions de $ pour la plateforme, à partager entre vous deux. De plus, vous recevrez chacune un salaire de base de 250 000 $ par an, avec une participation importante au capital de la filiale et des primes de performance. J'ai eu le vertige. Diana a attrapé ma main sous la table, la serrant fort. La paperasse prendra environ 8 à 10 semaines à finaliser, a ajouté Maria. Mais nous aimerions commencer à constituer votre équipe immédiatement. Nous pensons à un effectif initial de 15 personnes, passant à 50 d'ici la première année. James s'est penché en avant. Mesdames, ce que vous avez construit est exactement ce dont le marché a besoin en ce moment. Nous voyons cela devenir un acteur majeur dans le domaine de la technologie marketing d'ici 3 ans. Êtes-vous prête pour ça? Diana et moi nous sommes regardés. Nous avions rêvé d'obtenir peut-être assez de financement pour louer un petit bureau et embaucher quelques personnes. C'était au-delà de tout ce que nous avions imaginé. Oui, avons-nous dit ensemble. Nous avons signé les accords préliminaires ce jour-là. Fin janvier, c'était officiel. Diana et moi étions PDG d'Innovatreach Marketing Solutions, une filiale de Quantum Venture. Nous avions le financement. Nous avions le soutien. Nous avions tout ce dont nous avions besoin pour bâtir un empire. Et ma famille n'en avait aucune idée. Février et mars sont devenus un tourbillon d'activités, qui ressemblait à vivre un rêve dont j'avais peur de me réveiller. Diana et moi avons emménagé dans nos nouveaux bureaux début février, une suite élégante au 15e étage d'un immeuble du centre-ville, avec des parois de verre et des meubles modernes qui me donnaient vraiment l'impression d'être une vraie PDG. Le premier jour, nous nous sommes tenus dans l'espace vide, juste nous deux. Et Diana s'est tournée vers moi, les larmes aux yeux. On l'a fait, America. On l'a vraiment fait. Je l'ai serrée fort dans mes bras, toutes deux riant et pleurant en même temps. Après des mois à travailler dans des cafés et mon appartement exigu, nous avions un vrai bureau. Nos noms allaient être sur la porte. Nous construisions quelque chose qui comptait. Les 2 premières semaines ont été une folie d'embauche. Caroline Brox est devenue notre directrice des ressources humaines, une femme vive d'une 40aine d'années qui avait auparavant travaillé pour 2 grandes entreprises de technologie. Elle avait cette efficacité pragmatique qui faisait que tout se déroulait sans accroc. Nous avons embauché Marcus Chen comme développeur principal, faisant venir 2 autres spécialistes de la technologie pour travailler sous ses ordres. Notre équipe marketing a commencé avec 5 personnes, chacune apportant une expertise unique. Mi-février, nous avions 15 employés. Notre espace de bureau, qui avait semblé si grand, s'est soudain rempli de vie et d'énergie. Des réunions matinales où nous élaborions des stratégies. Des sessions d'après-midi où l'équipe technique faisait des démonstrations de nouvelles fonctionnalités. Des nuits tardives où nous commandions des pizzas et travaillions ensemble à perfectionner notre premier grand argumentaire client. Notre plateforme a été officiellement lancée le 1er mars. Nous avions discrètement développé des partenariats avec 3 petites entreprises comme bêta-testeurs. Les résultats ont été remarquables. Une boulangerie locale a vu ses commandes en ligne augmenter de 67% en 3 semaines. Une librairie familiale a élargi sa clientèle de 42% en un mois. Un torréfacteur indépendant a été repris par 2 chaînes régionales après que notre plateforme l'a aidé à cibler les bons acheteurs. Le bouche-à-oreille s'est répandu rapidement dans la communauté des petites entreprises. Mi-mars, nous avions une liste d'attente de 73 entreprises souhaitant utiliser notre plateforme. Nous avons signé 12 clients majeurs en 2 semaines. De vrais contrats, de l'argent réel. L'entreprise ne survivait pas seulement, elle prospérait au-delà de nos projections.
Je travaillais 12 à 14 heures par jour, mais je n'avais jamais été aussi heureuse. Diriger des sessions de stratégie où mes idées comptaient, prendre des décisions qui affectaient les moyens de subsistance de vraies personnes, voir nos clients réussir grâce à quelque chose que Diana et moi avions bâti. C'était ce pourquoi j'étais faite. Ma vie personnelle s'est également transformée. J'ai quitté mon petit appartement pour une belle maison de ville de 3 chambres, dans un quartier bordé d'arbres, des parquets, un vrai bureau, une cuisine où je pouvais vraiment cuisiner au lieu de réchauffer des plats surgelés au micro-ondes. J'ai investi dans une garde-robe professionnelle, des pièces qui me donnaient confiance et me sentaient puissante. J'ai eu une nouvelle coupe de cheveux, aux épaules avec de subtiles mèches qui me donnaient l'air soigné et bien mise. Chaque matin, je me regardais dans le miroir et je me reconnaissais à peine. Non pas parce que j'avais l'air si différente physiquement, mais parce que je me tenais différemment, les épaules en arrière, la tête haute, les yeux clairs. J'avais l'air de quelqu'un qui connaissait sa valeur. Pendant tout ce temps, ma famille a gardé le silence. Pas un seul appel téléphonique, pas un texto, rien. Je vérifiais parfois mon téléphone, cette vieille habitude d'espérer, mais il n'y avait jamais rien d'eux. La douleur s'est atténuée avec le temps. La douleur s'est estompée alors que je remplissais ma vie de gens qui me valorisaient vraiment. Diana est devenue plus qu'une partenaire commerciale, elle était ma meilleure amie. Nous dînions ensemble au moins 2 fois par semaine, parlant de tout, des stratégies commerciales aux désastres amoureux en passant par les rêves d'enfance. Elle connaissait toute mon histoire familiale, et elle ne m'a jamais suggéré de les recontacter. Ils ne méritent pas ton énergie, disait-elle chaque fois que le sujet était abordé. Tu construis quelque chose d'incroyable. Concentre-toi là-dessus. J'ai eu quelques rendez-vous. Rien de sérieux. Quelques dîners avec un avocat nommé David qui était gentil mais ennuyeux. Un café avec une enseignante nommée Sarah qui était douce, mais nous n'avions rien en commun. De toute façon, je ne cherchais rien de sérieux. Mon entreprise était ma priorité, mon but. Début mars, Caroline est entrée dans mon bureau un après-midi, avec sa tablette et ses lunettes de lecture perchées sur son nez. Nous devons embaucher un coordinateur marketing junior, a-t-elle dit. La charge de travail devient trop lourde pour l'équipe actuelle. J'ai hoché la tête en parcourant le rapport trimestriel sur mon bureau. Ça me semble bien. Quel est le calendrier? J'aimerais publier le poste aujourd'hui et commencer à examiner les candidatures d'ici lundi. Nous pourrions faire les premiers entretiens d'ici la fin de la semaine prochaine. Parfait. Occupe-toi de la première sélection, puis amène-moi les meilleurs candidats pour les entretiens finaux. Nous avons publié le poste cet après-midi-là. Lundi matin, nous avions plus de 200 candidatures. Le marché du travail était compétitif, et notre entreprise commençait à se faire une réputation de lieu de travail agréable, de bons avantages, un environnement collaboratif, de réelles opportunités de croissance. J'étais noyé sous les réunions pendant 3 jours d'affilée. Nous étions en train de négocier un contrat majeur avec une chaîne de restaurants qui voulait utiliser notre plateforme pour l'ensemble de ses 15 établissements. Le chiffre d'affaires potentiel était important, mais les négociations étaient complexes. J'avais à peine le temps de penser au processus de recrutement. Jeudi après-midi, Caroline a frappé à la porte de mon bureau vers 16 heures. J'étais en train d'examiner les prévisions financières avec Diana, toutes deux épuisées mais satisfaites de ce que nous voyons. Désolé d'interrompre, a dit Caroline. J'ai réduit les candidatures aux 5 meilleurs candidats pour le poste de coordinateur junior. Les premiers entretiens sont prévus pour la semaine prochaine, mais je voulais que vous examiniez les CV d'abord. Elle m'a tendu un dossier manille. Je l'ai pris et je l'ai posé sur le coin de mon bureau. Merci, Caroline. Je les regarderai ce soir. Diana est partie vers 18 heures, en me rappelant de ne pas rester trop tard. Tu as besoin de dormir, partenaire. Nous avons la réunion avec la chaîne de restaurants demain à 9 heures. Je sais. Je vais juste regarder ces CV et puis je rentre à la maison. Le bureau est devenu silencieux alors que les gens partaient pour la soirée. Je me suis fait une tasse de thé dans notre salle de pause, puis je me suis réinstallé à mon bureau avec le dossier. Je l'ai ouvert, en parcourant le premier CV. Candidat solide, bonne expérience, référence solide. Le deuxième CV était impressionnant aussi, un jeune diplômé avec une excellente expérience de stage et une passion évidente pour le marketing. J'ai tourné à la 3e page du CV et je me suis figé. Tyler Morgan. Mon frère. Mon petit frère qui avait été l'enfant chéri, qui sortait avec la petite amie brillante,
qui avait été la raison pour laquelle j'avais été banni de Noël. Il avait postulé pour un emploi dans mon entreprise. J'ai lu son CV avec une incrédulité croissante. Il indiquait son emploi actuel comme spécialiste du marketing dans une entreprise de taille moyenne du centre-ville. Il se trouve que je savais, par la publication d'un ami commun sur les réseaux sociaux il y a 3 mois, qu'il était en fait assistant marketing dans cette entreprise. Spécialiste impliquait un poste de niveau supérieur. Il prétendait y être depuis 2 ans. J'ai fait le calcul. Il avait commencé ce travail fin août, il y a 2 ans, ce qui signifiait qu'il y était depuis environ 18 mois. Proche de 2 ans, mais pas tout à fait. Une autre exagération. Sous la rubrique compétences, il se présentait comme niveau expert dans 5 plateformes marketing différentes. Je connaissais Tyler. Il était compétent, mais niveau expert? C'était exagéré. Sous la rubrique réalisation, il avait écrit qu'il avait dirigé une équipe qui a augmenté l'engagement des clients de 30%. Diriger une équipe? Tyler avait été assistant. Il ne dirigeait pas d'équipe. Sa lettre de motivation était générique, clairement un modèle qu'il avait envoyé à plusieurs entreprises. Rien n'indiquait qu'il avait fait des recherches sur Innovatrice ou qu'il comprenait ce que nous faisions. Il a probablement vu un poste en marketing, a vu le salaire décent que nous offrions, et a postulé sans réfléchir. Ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'il n'y avait aucune indication qu'il savait que j'étais impliqué dans cette entreprise. Innovatrice était assez récente pour que cela ne lui dise rien. Nous n'étions opérationnels publiquement que depuis quelques semaines, et j'avais délibérément gardé ma vie professionnelle hors des réseaux sociaux personnels. Mon LinkedIn était à jour, mais Tyler n'y avait jamais été connecté avec moi. Nous n'étions pas assez proches pour qu'il suive ma carrière. Il n'avait aucune idée que sa sœur aînée, l'embarras de la famille, celle qui n'était pas assez bien pour Noël, était la PDG de l'entreprise pour laquelle il postulait. Je me suis adossé à ma chaise, le CV toujours entre mes mains, et j'ai ressenti un millier d'émotions à la fois, la colère, la justification, la tristesse, et sous tout cela, un étrange sentiment de fatalité. L'univers venait de me donner une opportunité que je n'aurais jamais pu planifier. Je pouvais rejeter sa candidature sur le champ. Il ne saurait même jamais que je l'avais vu. Mais cela me semblait trop facile, trop invisible. J'ai fermé le dossier et j'ai sorti mon téléphone, en envoyant un texto à Diana. Tu ne vas jamais croire ce qui vient de se passer. Elle m'a appelé immédiatement, et je lui ai tout raconté. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un long moment. Que allez-vous faire, a-t-elle finalement demandé. Je ne sais pas encore. Une partie de moi veut juste le rejeter et passer à autre chose. Mais une autre partie de moi veut qu'il voie exactement ce que tu as bâti, a terminé Diana. Elle veut qu'il voie ce que tu vaux. Est-ce que c'est mesquin? Non, a dit fermement Diana. C'est humain. Ils t'ont traité comme si tu ne valais rien. Ils t'ont exclu. Ils t'ont fait sentir petite. Et maintenant, ton frère postule pour travailler pour toi. Je pense qu'il mérite un entretien professionnel basé uniquement sur ses qualifications. Et s'il se trouve que c'est toi qui mènes cet entretien, eh bien, c'est juste une bonne pratique commerciale. J'ai souri, malgré moi. Tu es une mauvaise influence. Je suis la meilleure des influences. Écoute, tu n'as pas à décider ce soir. Dors dessus. Mais America, quelle que soit ta décision, je te soutiens. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai à peine dormi. Je n'arrêtais pas de penser à Noël, à ce texto, à l'exclusion. Je pensais à Tyler, assis à la fête, souriant avec Jessica, sans jamais se demander où était sa sœur. Je pensais à la voix froide de maman disant que je n'avais rien dont je pouvais être fier. Le matin, j'avais pris ma décision. Tyler aurait un entretien totalement professionnel et équitable, basé uniquement sur ses qualifications. Je ne le saboterai pas. Je ne serai pas cruel. Mais je serai là, et il verrait exactement qui j'étais maintenant. J'ai appelé Caroline le vendredi matin. Le 3e candidat, Tyler Morgan, programme-lui un entretien. Je veux participer à cet entretien. Tu me laisses généralement gérer les postes juniors, a dit Caroline, surprise. Je sais, mais je veux être impliqué dans celui-ci. Programme-le pour la semaine prochaine, à un moment ou à un autre. D'accord. Une raison particulière? J'ai fait une pause. Caroline était devenue un membre de confiance de notre équipe. Elle méritait l'honnêteté.
C'est mon frère. Il n'a aucune idée que je travaille ici, encore moins que je suis la PDG. Et d'après son CV, je pense qu'il a exagéré ses qualifications. Je veux voir s'il est vraiment fait pour le poste. Caroline est restée silencieuse un moment, puis a dit lentement, ça va être une sacrée surprise pour lui. Oui, ai-je convenu. Ça le sera. Caroline a programmé l'entretien de Tyler pour le jeudi matin à 10 h. L'attente a semblé une éternité. J'ai suivi les mouvements du travail, rencontrant des clients, examinant des campagnes, prenant des décisions, mais sous tout cela, il y avait ce courant d'anticipation et d'anxiété. Diana me prenait des nouvelles constamment. Ça va? Demandait-elle, et je hochais la tête. Mais nous savions toutes les deux que c'était plus qu'un simple entretien d'embauche. Mercredi soir, j'ai de nouveau à peine dormi. Je n'arrêtais pas de répéter comment ça se passerait, ce que je dirais, comment je réagirais. Je me suis promis d'être professionnel, juste. Je ne laisserai pas l'histoire personnelle obscurcir mon jugement. Si Tyler était qualifié, s'il réussissait bien l'entretien, je le considérerais comme n'importe quel autre candidat. Mais s'il n'était pas qualifié, s'il avait menti sur son CV, ce serait de sa propre faute, pas de la mienne. Jeudi matin, je me suis habillé de mon plus beau tailleur bleu marine, celui qui me donnait toujours l'impression d'être puissante et bien mise. Je me suis coiffé avec soin, maquillage minimal mais soigné. Je me suis regardé dans le miroir avant de quitter ma maison de ville et j'ai à peine reconnu la femme qui me regardait. Elle avait l'air confiante, brillante, exactement ce que maman avait dit que je n'étais pas. Je suis arrivé au bureau à 8h30. Caroline était déjà là, organisant le calendrier des entretiens. Nous avions 3 candidats prévus ce jour-là. Tyler était le deuxième. Son CV est là, a dit Caroline en me tendant le dossier. J'ai préparé des questions d'entretien standard. Veux-tu ajouter quelque chose de spécifique? Demandons-lui des précisions sur les plateformes pour lesquelles il prétend être niveau expert, ai-je dit. Et je veux des détails sur ce projet d'équipe qu'il prétend avoir dirigé. Caroline a hoché la tête en prenant des notes. Ça me semble bien. Dois-je lui dire d'emblée qui tu es, ou? Non, ai-je dit rapidement. Présente-toi, mène la première partie de l'entretien, puis fais-moi entrer en tant que PDG. Je veux voir sa réaction naturelle. À 9h45, notre réceptionniste, Madison, a appelé le bureau de Caroline. Tyler Morgan est là pour son entretien. Envoyez-le à la salle de conférence B, a dit Caroline. Elle m'a regardé. Tu es prête pour ça? Aussi prête que je ne le serai jamais. J'ai observé sur le moniteur de sécurité Tyler qui traversait notre hall. Il portait un pantalon kaki froissé et un polo qui avait l'air d'avoir besoin d'être repassé. Ses cheveux étaient en désordre, comme s'il s'était levé du lit il y a 30 minutes. Tous les autres candidats que nous avions interviewés portaient une tenue professionnelle complète, costume, robe professionnelle, chaussures cirées. Tyler avait l'air d'aller à un barbecue décontracté. Il était aussi en retard de 15 minutes. Caroline l'a rencontré dans le hall, lui a serré la main professionnellement, et l'a conduit à la salle de conférence. J'ai observé depuis mon bureau, qui avait une fenêtre donnant sur l'espace de conférence. Les stores étaient ajustés pour que je puisse voir, mais qu'ils ne puissent pas me voir. Caroline a commencé par des questions de base. Les réponses de Tyler étaient correctes, sans plus. Beaucoup de mots à la mode et de jargon d'entreprise qui sonnaient impressionnants mais ne disaient pas vraiment grand-chose de concret. Quand Caroline lui a posé des questions sur son expérience, il a parlé en termes vagues. J'ai travaillé sur de nombreuses campagnes sur diverses plateformes, a-t-il dit en se penchant en arrière dans sa chaise, comme s'il était complètement détendu. Mon expertise réside vraiment dans la compréhension de la dynamique du marché et de la psychologie du consommateur. Caroline a pris des notes. Pouvez-vous me donner un exemple précis d'une campagne sur laquelle vous avez travaillé et des résultats qu'elle a obtenus? Tyler a hésité. Eh bien, il y a eu ce projet où nous avons augmenté l'engagement d'environ 30% ou quelque chose comme ça. C'était une grande victoire pour l'équipe. Vous avez mentionné sur votre CV que vous avez dirigé cette équipe. Combien de personnes y avait-il? Une autre hésitation. C'était un effort de collaboration. Peut-être 5 ou 6 personnes. Mais j'étais vraiment la force motrice derrière la stratégie. J'ai observé le visage de Caroline rester neutre, mais je pouvais dire qu'elle remarquait les mêmes choses que moi, des réponses vagues, des hésitations, un manque de détails concrets.
Votre CV mentionne une compétence au niveau expert dans 5 plateformes marketing différentes, a poursuivi Caroline. Parlons de HubSpot. Quels aspects de cette plateforme utilisez-vous le plus fréquemment? Tyler s'est agité sur son siège. Oh, vous savez, toutes les fonctionnalités standards. Les trucs de mail marketing, l'intégration des réseaux sociaux, les analyses. Toutes les choses habituelles. Pouvez-vous m'expliquer comment vous mettriez en place une automatisation de flux de travail pour une campagne de maturation de lead? Le visage de Tyler est devenu légèrement pâle. Eh bien, vous iriez dans les paramètres et configureriez les paramètres en fonction des exigences spécifiques de la campagne. Il inventait clairement au fur et à mesure. S'il était vraiment un niveau expert, il aurait pu expliquer le processus étape par étape sans hésitation. Caroline a posé quelques questions techniques supplémentaires. Tyler a balbutié ses réponses, utilisant plus de mots à la mode pour couvrir son manque de connaissances réelles. Puis est venu mon moment préféré. Caroline a posé des questions sur son poste actuel. Vous êtes listé comme spécialiste du marketing chez Morrison & Associates. Depuis combien de temps occupez-vous ce poste? Environ 2 ans, a dit Tyler avec confiance. Et quelles sont vos principales responsabilités? Je m'occupe des comptes clients, je développe des stratégies marketing, je supervise la mise en œuvre des campagnes. À peu près tout le spectre des opérations marketing. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait une recherche rapide. Le site web de Morrison & Associates avait un annuaire du personnel. Il y avait Tyler, listé comme assistant marketing. Sa biographie disait qu'il avait rejoint l'équipe en août, il y a 2 ans. Nous étions maintenant à la mi-mars. 18 mois, pas 2 ans, et définitivement assistant, pas de spécialiste. Caroline a jeté un coup d'œil vers la fenêtre de mon bureau. C'était mon signal. Je me suis levé, j'ai lissé ma veste de tailleur, et je me suis dirigé vers la salle de conférence. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai gardé un visage calme et professionnel. J'ai ouvert la porte et je suis entré. Tyler, a dit Caroline en se levant, j'aimerais vous présenter notre PDG. J'ai fait le tour de la table, en tendant ma main professionnellement. Bonjour, je suis America Morgan, qui est PDG et fondatrice d'Innovatreach. La couleur a quitté le visage de Tyler si rapidement que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Sa bouche s'est ouverte et s'est fermée comme un poisson hors de l'eau. Aucun son n'est sorti. Ses yeux se sont écarquillés, et il m'a regardé comme si j'étais un fantôme. J'ai gardé ma main tendue, en attendant. Finalement, il a semblé se souvenir comment fonctionner et s'est levé brusquement, manquant de renverser sa chaise. Sa poignée de main était molle et moite. America, a-t-il finalement réussi à dire. Je ne. Qu'est-ce que tu? Je suis la PDG, ai-je répété calmement, en prenant ma place à la table. Caroline s'est assise aussi, son stylo prêt sur son bloc-notes. J'aime être impliqué dans notre processus de recrutement. Continuons. Tyler s'est lentement rassis, me fixant toujours comme si j'étais apparu d'une autre dimension. Tu es PDG? Depuis quand? Je pensais que tu étais au chômage. J'étais entre 2 postes pendant que je créais cette entreprise, ai-je dit, ma voix parfaitement égale. Maintenant, parlons de vos qualifications. J'ai quelques questions sur votre CV. Pendant les 20 minutes qui ont suivi, j'ai posé des questions pointues sur chaque élément de son CV, chaque exagération, chaque affirmation vague, chaque titre gonflé. Tyler a balbutié ses réponses, transpirant visiblement, sa confiance complètement brisée. Votre CV indique que vous avez dirigé une équipe qui a augmenté l'engagement des clients de 30%, ai-je dit, en le regardant droit dans les yeux. Pouvez-vous me dire précisément quel était votre rôle dans ce projet? Eh bien, je faisais partie de l'équipe. J'ai apporté des idées et j'ai aidé à la mise en œuvre. Mais vous n'avez pas dirigé l'équipe. Je veux dire, pas officiellement, mais j'étais vraiment impliqué. Donc, quand vous avez écrit et dirigé une équipe sur votre CV, c'était inexact. Le visage de Tyler est devenu rouge. C'était plutôt une situation de leadership collaboratif. Et votre titre actuel chez Morrison & Associates? Votre CV vous présente comme un spécialiste du marketing, mais leur site web vous présente comme un assistant marketing. Pouvez-vous expliquer cette divergence? Je faisais un travail de niveau spécialiste, alors j'ai pensé. Mais votre titre réel est assistant? Oui, a-t-il admis doucement.
J'ai passé en revue 3 autres exagérations sur son CV. Chaque fois, Tyler a dû admettre qu'il avait gonflé son expérience ou son rôle. À la fin, il avait l'air de vouloir que le sol l'engloutisse. Caroline a posé la dernière question standard. Avez-vous des questions pour nous sur le poste ou l'entreprise? Tyler m'a regardé désespérément. America, je ne savais pas que tu travaillais ici. Je ne savais pas que tu... Je veux dire, quand est-ce que tout ça est arrivé? Comment es-tu devenu PDG? Tu étais au chômage à Thanksgiving. Ce ne sont pas des questions sur le poste, ai-je dit calmement. Avez-vous des questions sur l'emploi pour lequel vous postulez? Il a secoué la tête, muet. Je me suis levé, signalant la fin de l'entretien. Merci pour votre temps aujourd'hui, Tyler. Nous vous contacterons pour notre décision. Tyler s'est levé aussi, mais il n'a pas bougé vers la porte. Tu ne vas pas vraiment me rejeter à cause de problèmes familiaux, n'est-ce pas? Ce serait illégal. De la discrimination ou quelque chose comme ça. Je pourrais poursuivre en justice. La pièce est devenue très silencieuse. Le stylo de Caroline s'est arrêté de bouger. J'ai regardé mon frère, cette personne avec qui j'avais grandi, qui avait été aimé et célébré alors que j'avais été exclu et méprisé. Il venait de me menacer de me poursuivre en justice parce qu'il savait qu'il avait raté l'entretien. Vous êtes rejeté, ai-je dit, ma voix vive et claire, parce que vous n'êtes pas qualifié. Vous avez menti sur votre CV, et vous êtes arrivé en retard et non préparé à un entretien professionnel. Mais merci pour la menace juridique, Caroline. Veuillez le noter pour nos dossiers. Le visage de Tyler est passé du rouge au blanc. Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose, puis a semblé y renoncer. Il a attrapé son sac et est sorti de la salle de conférence sans un mot de plus. Je suis resté là, tremblant légèrement, alors que ses pas résonnaient dans le couloir. La porte d'entrée s'est ouverte et s'est fermée. Il était parti. Caroline m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. C'est la démolition la plus professionnelle que j'ai jamais vue. Je me suis lourdement rassise. J'ai l'impression que je vais vomir. Tu as bien fait, a dit fermement Caroline. Il n'était pas qualifié. Le lien familial ne change rien à ce fait. Et la menace de poursuivre en justice? C'était totalement inapproprié. Diana est apparue à la porte quelques instants plus tard. Elle était dans son bureau mais avait clairement attendu la fin de l'entretien. J'ai entendu des voix s'élever à la fin. Ça va? Il a menacé de me poursuivre si je le rejetais, ai-je dit. Et puis j'ai commencé à rire. Pas un rire joyeux, mais le genre de rire qui vient quand une situation est si absurde qu'on ne peut pas la traiter autrement. Il a vraiment menacé de me poursuivre. Diana est entrée et s'est assise à côté de moi. Quel idiot. Il n'avait aucune idée de tout ça, de l'entreprise, de ce que j'ai bâti. Il a juste vu un poste en marketing et a postulé. Et maintenant, il sait, a dit Diana. Maintenant, il sait exactement ce que tu vaux. Le reste de la journée s'est déroulé dans un brouillard. Nous avons interviewé les 2 autres candidats. Tous 2 étaient bien mieux qualifiés et plus professionnels que Tyler. Nous avons fini par offrir le poste à une jeune diplômée nommée Ashley qui avait d'excellentes références et une véritable passion pour ce que faisait notre entreprise. Je suis rentré chez moi ce soir-là, épuisé. Je me suis changé en vêtements confortables, j'ai préparé le dîner, et j'ai essayé de me détendre, mais mon esprit n'arrêtait pas de rejouer l'entretien, le visage choqué de Tyler, ses réponses hésitantes, sa menace désespérée à la fin. Une partie de moi se sentait justifiée. Il avait vu ce que j'avais bâti. Il savait maintenant que je n'étais pas une ratée. Mais une autre partie de moi se sentait simplement triste. C'était mon frère. Nous étions proches quand nous étions enfants. Quand est-ce que tout est devenu si brisé? Mon téléphone était posé sur la table basse, silencieux. Je savais ce qui allait suivre. Tyler le dirait à nos parents, et alors la vraie tempête commencerait. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Le premier message est arrivé 2 heures après l'entretien de Tyler, un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Comment as-tu pu me faire ça, espèce de garce mesquine? C'est tellement typique de toi. Toujours jalouse. J'ai bloqué le numéro. Tyler avait apparemment eu un nouveau téléphone ou envoyait des textos depuis l'appareil de quelqu'un d'autre. Puis mon téléphone a commencé à sonner. Le nom de maman s'est allumé sur l'écran. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale.
Il a sonné à nouveau immédiatement. Messagerie vocale, encore. Au troisième appel, j'ai répondu. Comment oses-tu, a dit maman avant même que je puisse dire bonjour. Sa voix tremblait de rage. Comment oses-tu humilier ton frère comme ça? Tyler vient de nous raconter ce que tu as fait. Tu l'as fait venir pour un entretien que tu savais qu'il n'obtiendrait pas, juste pour l'embarrasser. Ce n'est pas ce qui s'est passé, ai-je dit calmement. Ne me mens pas, America. Il a dit que tu l'as bombardé de questions sur son CV, que tu as essayé de le faire passer pour un idiot devant ta responsable des ressources humaines, puis que tu l'as rejeté à cause d'une rancune familiale. C'est incroyable, même pour toi. Maman, il a postulé pour un emploi dans mon entreprise. Je ne l'ai pas cherché. Il n'avait aucune idée que je travaillais là. Je lui ai fait passer le même entretien que n'importe quel autre candidat, et il n'était pas qualifié. Il a exagéré son expérience, il est arrivé en retard et non préparé. Et quand je lui ai dit que nous n'allions pas plus loin, il a menacé de me poursuivre en justice. Il ne t'a pas menacé de te poursuivre. Tyler ne ferait pas ça. Si, il l'a fait. Ma directrice des ressources humaines l'a noté. Maman, son CV était rempli de mensonges. Il prétendait être un spécialiste alors qu'il est assistant. Nous faisons ça pour ton bien, a dit maman. Tu avais besoin de motivation pour remettre ta vie en ordre. Et clairement, ça a marché, puisqu'apparemment tu es une grande PDG maintenant, bien que j'ai du mal à croire que tu sois passé de chômeuse à PDG en quelques mois. C'est quel genre d'entreprise, au juste? Le mépris dans sa voix, la supposition automatique que j'avais dû faire quelque chose de douteux ou que mon succès ne pouvait pas être réel, m'a blessé plus que je ne l'aurais cru. Au revoir, maman, ai-je dit et j'ai raccroché. Elle a rappelé immédiatement. Je n'ai pas répondu. Elle a appelé 4 autres fois ce soir-là. J'ai bloqué son numéro. Puis sont venus les textos de papa, de longs paragraphes sur la loyauté familiale, sur le fait que j'avais toujours été jalouse de Tyler, que j'étais vindicative et mesquine, qu'il m'attendait mieux de moi. Je n'ai pas répondu. À quoi bon? Tyler a commencé à poster sur les réseaux sociaux. Rien de direct sur moi, mais des publications vagues sur la trahison et la famille que tout le monde pouvait lire entre les lignes. Certaines personnes obtiennent un peu de pouvoir et oublient d'où elles viennent. 23 j'aime, y compris de mes parents. Quand votre propre sang vous poignarde dans le dos sans raison. 15 commentaires de soutien. Des cousins et des amis de la famille demandant s'il allait bien. Ma tante Hélène, la sœur cadette de papa, m'a envoyé un message privé. Ma chérie, que se passe-t-il? Tes parents disent que tu as rejeté Tyler d'un emploi par dépit. Ça ne te ressemble pas. On peut parler? Je l'ai appelé ce soir-là et je lui ai tout raconté, l'exclusion de Noël, les mois de silence, l'entretien de Tyler, ses mensonges sur le CV, sa menace de poursuivre en justice. Je lui ai parlé de la création de l'entreprise, du fait de devenir PDG, de tout. Quand j'ai eu fini, tante Hélène est restée silencieuse un long moment. Oh, ma chérie, a-t-elle finalement dit, sa voix douce et triste. Je ne savais pas pour Noël. Je ne savais pas qu'il t'avait exclu. Ta mère a dit à tout le monde que tu étais occupé par un projet et que tu ne pouvais pas venir. Bien sûr qu'elle l'a dit. America, ce qu'ils ont fait était mal. Très mal. Et pour ce que ça vaut, je suis fier de toi. Bâtir une entreprise à partir de rien, devenir PDG à 32 ans. C'est incroyable. Tes parents devraient te célébrer, pas t'attaquer. Ces paroles m'ont fait monter les larmes aux yeux. Merci, ai-je murmuré. Je vais parler à ton père, a dit tante Hélène. C'est mon petit frère et je l'aime, mais il se comporte comme un idiot. Et ta mère aussi. Donne-moi quelques jours. La semaine suivante, le bombardement a continué, mais par d'autres canaux puisque j'avais bloqué les numéros de maman et papa. Ma cousine Jennifer m'a envoyé un long message sur le fait que la famille doit rester unie. Mon oncle Dave m'a appelé pour me dire que j'étais déraisonnable. Des amis de la famille à qui je n'avais pas parlé depuis des années avaient soudainement des opinions sur mes choix. Pendant tout ce temps, je me suis concentré sur le travail. Nous avons signé 2 nouveaux clients majeurs, des entreprises qui apporteraient des revenus importants. Notre équipe s'entendait à merveille, tout le monde travaillant ensemble avec un enthousiasme sincère. Ashley, notre nouvelle coordinatrice junior, faisait un excellent travail, prouvant que j'avais fait le bon choix de recrutement. J'ai fait l'objet d'un article dans un magazine d'affaires locales,
sur les entrepreneurs à surveiller. Ils m'ont interviewé sur Innovatrix, sur ma vision, sur ce qui rendait notre entreprise différente. L'article est sorti fin mars avec ma photo en couverture, portant mon tailleur bleu marine, debout dans notre bureau avec l'horizon de la ville derrière moi à travers les fenêtres. Le titre disait « America Morgan, révolutionner le marketing pour les petites entreprises ». Le magazine est sorti un mercredi. Jeudi, plusieurs membres de la famille élargie l'avaient vu. Vendredi, mon téléphone a de nouveau explosé de messages, mais ceci était différent. Tante Hélène, j'ai vu le magazine. Tu es magnifique et si professionnelle. Si fier de toi. Mon cousin Marcus, avec qui je m'étais toujours bien entendu, mec, PDG à 32 ans. C'est incroyable. Félicitations. Même certains amis de la famille prenaient contact, avec de sincères félicitations et de la fierté. Mais toujours rien de mes parents. Toujours rien qui ressemble à des excuses. Je me suis plongé encore plus dans le travail. S'ils ne pouvaient pas voir ma valeur, je construirais quelque chose de si indéniable que leurs opinions n'auraient plus d'importance. Un samedi matin, fin mars, j'étais à la maison en train de travailler sur une présentation pour une prochaine réunion du conseil d'administration. J'avais appris à aimer travailler le week-end quand c'était pour quelque chose qui me passionnait. Ma maison de ville était calme, le soleil entrant par les fenêtres, le café à portée de main. La sonnette a retenti. Je n'attendais personne. Je me suis levé de mon bureau et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, en regardant par le Judas. Mon cœur s'est arrêté. La voiture de maman et papa était dans mon allée. Ils étaient tous les deux sur mon Porsche. Papa avait l'air en colère, la mâchoire serrée et les épaules tendues. Maman avait les bras croisés sur sa poitrine, son expression dure. Un instant, j'ai envisagé de ne pas répondre, de les laisser là jusqu'à ce qu'ils abandonnent et partent. Mais j'étais fatigué de fuir, fatigué d'avoir peur de la confrontation. J'avais bâti une entreprise de plusieurs millions de dollars. J'étais devenu PDG. J'avais prouvé ma valeur à moi-même et à tous ceux qui comptaient. Je pouvais gérer mes parents. J'ai ouvert la porte. Nous devons parler, a dit papa immédiatement. Et avant que je puisse répondre, il est entré de force dans ma maison. Maman a suivi, ses yeux balayant mon entrée, observant les œuvres d'art coûteuses que j'avais récemment achetées, les parquets polis, le lustre suspendu dans le hall. J'ai fermé la porte et je me suis retourné pour leur faire face, en gardant ma voix stable. Vous auriez pu appeler d'abord. Tu as bloqué nos numéros, a dit sèchement maman. Et tu ne répondais pas quand on utilisait d'autres téléphones. Tu ne nous as pas laissé le choix. Papa était entré dans mon salon, regardant mes meubles, ma décoration, les photos professionnelles sur les murs des événements de l'entreprise et de l'article de magazine. Son visage était un mélange de colère et d'autres choses, de surprise, peut-être, ou de confusion. Bel endroit, a-t-il dit, mais son ton le faisait sonner comme une accusation. Ça a l'air cher. Je travaille dur, ai-je dit simplement. Il s'est tourné pour me faire face, et son expression s'est à nouveau durcie. Tu vas régler ça tout de suite, America. Tu vas appeler Tyler et lui offrir ce travail. Ou je ferai en sorte que tout le monde sache quel genre de personne tu es vraiment. Maman s'est avancée à côté de lui, présentant un front uni. Tu as manifestement très bien réussi, ce qui rend ce que tu as fait à Tyler encore pire. Tu as tout ce succès, cette grande entreprise de luxe, et tu ne peux même pas aider ton propre frère. Quel genre de famille fait ça? Quel genre de sœur fait ça? J'ai senti la vieille blessure familière tenter de refaire surface, le besoin désespéré de leur approbation, de leur fierté, de leur amour. Mais sous tout cela, il y avait quelque chose de plus fort maintenant, de la colère. Une vraie colère brûlante. Quel genre de famille, ai-je répété, ma voix basse et dangereuse. Laissez-moi vous parler de la famille. La famille ne vous bannit pas de Noël parce que vous êtes au chômage. La famille ne vous dit pas que vous êtes une source d'embarras. La famille ne passe pas 4 mois sans vérifier si vous allez bien. La famille ne vous efface pas des photos et ne fait pas semblant que vous n'existez pas. Alors, n'osez pas vous tenir dans ma maison et me faire la morale sur la famille. Le visage de papa est devenu rouge. Nous avons été durs avec toi parce que tu en avais besoin. Tu avais besoin de motivation. Et regarde, ça a marché. Tu t'es bougé et tu as fait quelque chose de toi-même. J'ai toujours fait quelque chose de moi-même, ma voix s'élevait maintenant, des années de frustration se déversant.
J'ai eu 2 emplois pour payer mes études pendant que vous payiez l'appartement de Tyler. J'ai bâti une carrière de 12 ans avec à peine une reconnaissance de votre part. Quand j'ai été licenciée, je n'étais ni paresseuse ni démotivée. J'étais stratégique. Je créais cette entreprise. Mais vous ne pouviez pas le voir parce que vous étiez trop occupé à célébrer la petite amie médiocre de Tyler pour vous soucier de votre propre fille. N'ose pas parler de Jessica comme ça, a claqué maman. Jessica a rompu avec Tyler 2 semaines après que j'ai rejeté sa candidature, ai-je rétorqué. Le saviez-vous? Elle a réalisé qu'il utilisait son succès pour gonfler sa propre image. Elle a vu qui il était vraiment. Mais vous n'avez jamais vu qui j'étais vraiment. Vous n'avez même jamais essayé. Maman a fait un pas en avant, son doigt pointé sur moi. Tu es ingrate. Après tout ce que nous avons sacrifié pour t'élever, pour te donner des opportunités. Nous avons mis un toit sur ta tête, de la nourriture sur la table, nous avons payé pour les choses dont tu avais besoin, et c'est comme ça que tu nous remercies? En humiliant ton frère, en tournant le dos à cette famille? Quelque chose en moi s'est fissuré. Pas brisé, mais fissuré d'une manière qui a laissé passer la lumière. La clarté. Vous avez rempli les exigences de base pour être parent, ai-je dit lentement. Vous avez fourni de la nourriture et un abri. Félicitations. C'est le strict minimum. Mais être parent, c'est plus que ça. C'est soutenir ses enfants même quand ils ont des difficultés. C'est être fier d'eux pour ce qu'ils sont, pas seulement pour ce qu'ils accomplissent. C'est être présent de manière constante, avec un amour qui n'est pas conditionnel au succès ou au statut. La mâchoire de papa s'est contractée. Nous étions présents. Nous étions là. Vous étiez là pour Tyler, ai-je corrigé. Vous avez toujours été là pour Tyler. Mais pour moi, j'ai dû mériter chaque miette d'approbation. Et même alors, ce n'était jamais assez. Et au moment où je n'avais pas l'air assez brillante pour parader à votre fête de Noël, vous m'avez mise de côté. Ce n'est pas juste, a dit maman, mais sa voix a légèrement vacillé. Ah non, j'ai regardé entre eux. Dites-moi, maman, papa, est-ce que l'un de vous s'est seulement demandé comment j'allais à Noël? Avez-vous pensé à moi? Ou étiez-vous trop occupé à exhiber la petite amie brillante de Tyler pour vous souvenir que vous aviez une fille qui passait les fêtes seule? Le silence qui a suivi a été assourdissant. Aucun d'entre eux n'a répondu. Aucun d'entre eux n'a pu me regarder dans les yeux. Papa s'est ressaisi, sa voix devenant plus forte. Il ne s'agit plus de Noël. Il s'agit de ton refus d'aider ton frère alors que tu en as manifestement les moyens. Si tu n'embauches pas Tyler, tu n'auras plus de famille. Nous ne ferons plus partie de ta vie. Tu seras coupé. C'est ce que tu veux? La menace a flotté dans l'air entre nous. C'était ça, l'ultimatum. Choisir Tyler, les choisir, ou perdre la famille entièrement. Il y a 1 an, 6 mois, peut-être même 3 mois, cette menace m'aurait détruite. J'aurais cédé. J'aurais fait n'importe quoi pour les garder dans ma vie, même au prix de ma propre dignité et de mon respect de soi. Mais je n'étais plus cette personne. J'ai regardé mes parents, je les ai vraiment regardés, et je les ai vus clairement pour la première fois. Ce n'étaient pas des monstres. Ils n'étaient pas mauvais. C'étaient juste des gens imparfaits qui avaient fait des choix terribles, qui m'avaient profondément blessé, et qui ne pouvaient toujours pas voir ce qu'ils avaient fait de mal. J'ai marché jusqu'à la table d'appoint où mon téléphone était en charge et je l'ai pris. Vous avez raison, ai-je dit calmement. Cela doit être réglé par un appel téléphonique. Les visages de mes parents ont changé. L'expression de papa est devenue triomphante. Les épaules de maman se sont légèrement détendues. Il pensait que j'allais céder. J'ai composé un numéro que j'avais enregistré dans mes favoris. Il a sonné 2 fois, puis une voix familière a répondu. Salut, David, ai-je dit en mettant le téléphone sur haut-parleur pour que mes parents puissent entendre chaque mot. J'ai besoin que tu rédiges une lettre de mise en demeure. Mes parents et mon frère me harcèlent au sujet de décisions d'embauche et m'ont menacé. J'ai besoin de documents prouvant que je leur ai formellement demandé d'arrêter de me contacter au sujet des affaires professionnelles. Le triomphe sur le visage de papa s'est transformé en choc, puis en rage. La bouche de maman s'est ouverte. Tu nous menaces? La voix de papa était presque un rugissement. J'ai gardé les yeux sur eux, ma voix stable alors que je donnais à David, l'avocat de mon entreprise, les détails, les noms, les dates, les détails du harcèlement, la menace de Tyler de poursuivre en justice, leur ultimatum à l'instant.
David a posé des questions de clarification. J'ai répondu à chacune professionnellement, comme s'il s'agissait d'une autre affaire. Quand j'ai eu fini, David a dit « D'accord, je ferai rédiger la lettre d'ici lundi matin, et nous l'enverrons en recommandé. » Merci, David, ai-je dit et j'ai terminé l'appel. Le silence dans mon salon était absolu. Mes parents étaient figés, me regardant comme s'ils ne me reconnaissaient pas. « Vous devez partir, ai-je dit doucement. Maintenant. Et ne revenez pas à moins d'être prêt à vous excuser et à être une vraie famille. Pas une famille qui utilise l'amour comme un levier ou le succès comme un critère de valeur. Une vraie famille. Papa a été le premier à retrouver sa voie. Tu fais la plus grande erreur de ta vie. Tu vas le regretter. Peut-être, ai-je convenu. Mais c'est mon choix. Tout comme c'était votre choix de m'exclure de Noël. Tout comme c'était votre choix de me traiter comme si je ne valais rien. Les choix ont des conséquences, papa. Tu me l'as appris. Maintenant, s'il vous plaît, partez. Maman a semblé vouloir dire quelque chose, mais papa lui a attrapé le bras et l'a tiré vers la porte. Ils sont partis sans un autre mot, la porte claquant derrière eux. Je suis resté dans mon salon silencieux, tremblant de la tête aux pieds. Mes jambes semblaient faibles, et je me suis lourdement assise sur mon canapé. Je venais de dire à mes parents de partir. Je venais de faire rédiger une lettre de mise en demeure par un avocat contre ma propre famille. Et d'une manière ou d'une autre, malgré la peur, la tristesse et le choc, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Les jours suivants ont été étranges. Je m'attendais à me sentir plus mal, à me noyer dans la culpabilité ou le regret, mais surtout, je me sentais juste épuisé et étrangement libre. La lettre de mise en demeure a été livrée mardi. David a appelé pour confirmer que mes parents et Tyler avaient reçu leur copie. Ils ne peuvent pas vous contacter au sujet d'affaires professionnelles ou vous menacer, a-t-il expliqué. S'ils le font, nous avons des motifs pour une ordonnance restrictive. Mais America, c'est votre famille. Êtes-vous sûr que c'est ce que vous voulez? J'en suis sûr, ai-je dit. J'ai besoin de limites. Des limites claires. Le travail est redevenu mon sanctuaire. Diana et moi étions en négociation avec une chaîne de restaurants nationale qui voulait mettre en œuvre notre plateforme dans 50 de ses établissements. L'accord serait le plus important que notre entreprise ait décroché, d'une valeur potentielle de plus de 2 millions de dollars la première année. J'ai tout mis dans cette négociation, des journées de 14 heures, des sessions de stratégie le week-end, affinant notre argumentaire jusqu'à ce qu'il soit parfait. La présentation était prévue pour la mi-avril, et j'étais déterminé à la réussir. Marcus, l'architecte avec qui je sortais occasionnellement, a remarqué le changement en moi. Nous nous voyons depuis quelques semaines. Rien de sérieux, mais il était gentil et stable. Un soir, au dîner, il a demandé doucement « Tu vas bien ? Tu sembles différente, plus concentrée, mais aussi plus distante. » Je lui ai parlé de la confrontation avec mes parents, de la lettre, de tout. Il a écouté sans jugement, et quand j'ai eu fini, il a simplement tendu la main par-dessus la table et a pris la mienne. Il a fallu du courage, a-t-il simplement dit. Se défendre comme ça. Je suis désolé qu'il t'ait blessé, mais je suis content que tu ne les laisses plus te blesser. Son soutien a signifié plus que je ne pouvais l'exprimer. Pour la première fois de ma vie, je m'entourais de gens qui me valorisaient pour ce que j'étais, pas pour ce que je pouvais faire pour eux ou pour mon apparence de réussite. La présentation à la chaîne de restaurants a eu lieu le 15 avril. Diana et moi sommes entrés dans leur siège social, vêtus de nos plus beaux tailleurs, portant nos documents soigneusement préparés, et nous avons fait la présentation de notre vie. Nous leur avons montré des données, des études de cas, des projections. Nous avons fait une démonstration de la plateforme en direct, montrant exactement comment elle s'intégrerait à leurs systèmes existants. La PDG de la chaîne, une femme vive d'une 50aine d'années nommée Patricia Henderson, a posé des questions difficiles. Nous avons répondu à chacune d'entre elles avec confiance et précision. À la fin, elle a regardé son équipe de direction, puis nous a regardés. Quand pouvez-vous commencer? Nous avons signé le contrat ce jour-là, 2,3 millions de dollars pour la première année, avec des options d'expansion. C'était la validation dont notre entreprise avait besoin, la preuve que ce que nous avions bâti était précieux et évolutif. Diana et moi avons célébré ce soir-là avec toute notre équipe. Nous avons loué un petit restaurant, acheté du champagne, et porté un toast à notre succès. En regardant les gens qui avaient travaillé si dur pour faire d'Innovatreach une réalité, j'ai ressenti une vague de gratitude et de fierté.
C'était ma famille maintenant. Ces gens qui se présentaient tous les jours, qui croyaient en ce que nous construisions, qui célébraient les victoires et surmontaient les défis ensemble. Mais l'absence de ma famille biologique me faisait encore mal parfois, généralement tard dans la nuit, quand j'étais seul avec mes pensées. 6 semaines après la confrontation, tante Hélène m'a appelé. Ne raccroche pas, a-t-elle dit immédiatement. Je n'appelle pas pour te faire la morale ou prendre parti. Je voulais juste que tu saches que j'ai beaucoup parlé à ton père. Et à ta mère aussi, bien qu'elle soit plus têtue à ce sujet. D'accord, ai-je dit prudemment. Ton père a du mal, ma chérie. Il ne te l'admettra pas, mais je le vois. Je lui ai dit exactement ce que je pense de la façon dont il t'a traité à Noël. Je lui ai dit qu'il avait tort, qu'ils avaient tous les deux tort, et je lui ai montré des articles sur ton entreprise, sur ton succès. Je lui ai fait lire cet article de magazine 3 fois. Malgré tout, j'ai ressenti une lueur de quelque chose. De l'espoir, peut-être, ou juste de la curiosité. A-t-il dit quelque chose? Ai-je demandé. Pas grand-chose. Tu connais ton père. Têtu comme une mule. Mais je le vois dans ses yeux. Il commence à réaliser ce qu'il a perdu, ce qu'il a jeté. Donne-lui du temps, America. Je travaille sur lui. Je ne retiens pas mon souffle, tante Hélène. Je sais, et je ne te blâme pas. Mais je voulais que tu saches que tout le monde dans cette famille ne pense pas que tu es la méchante. En fait, la plupart d'entre nous sont de ton côté. Ton cousin Marcus a contacté plusieurs autres membres de la famille. Il y a eu beaucoup de discussions. La version des faits de tes parents ne tient pas la route. Cette conversation m'a procuré un étrange mélange de réconfort et de douleur. Le réconfort de savoir que d'autres voyaient la vérité. La douleur de savoir qu'il a fallu tout ce drame pour que quelqu'un regarde vraiment ce qui s'était passé. Mais est arrivé avec le temps qui se réchauffait et la nouvelle croissance partout. Notre entreprise a continué à prospérer. Nous avons embauché 20 personnes de plus et nous avons déménagé dans des bureaux plus grands, au 23e étage, avec des vues encore meilleures. Ma vie personnelle s'installait dans quelque chose qui semblait stable et bon. Marcus et moi étions devenus plus sérieux, et je me suis surprise à être vraiment heureuse quand j'étais avec lui. Un mardi soir, à la mi-mai, j'étais au bureau tard, travaillant sur des rapports trimestriels, quand Caroline a frappé à ma porte. Elle avait l'air mal à l'aise, ce qui m'a immédiatement mise en alerte. « Il y a quelqu'un ici pour vous voir », a-t-elle dit prudemment. « Sans rendez-vous. Il dit qu'il est votre père. » Mon estomac s'est noué. « Lui avez-vous dit que j'étais là ?»« Pas encore. Je voulais d'abord vérifier avec vous. Voulez-vous que je le renvoie ?» Je suis restée assise là un long moment, déchirée. Une partie de moi voulait refuser, maintenir la limite que j'avais fixée. Mais une autre partie, celle qui se souvenait encore d'être une petite fille qui idolâtrait son père, voulait savoir ce qu'il avait à dire. « C'est bon », ai-je finalement dit. « Faites-le entrer. » Caroline a hoché la tête et est partie. Une minute plus tard, la porte de mon bureau s'est ouverte et papa est entré. Il avait l'air différent, plus âgé. L'assurance qu'il portait habituellement avait disparu. Il s'est tenu dans l'embrasure de ma porte, incertain, regardant mon bureau, mon nom sur le mur en lettres élégantes, les photos de moi avec mon équipe, avec des clients, à des événements de l'industrie, les prix que nous avions déjà remportés exposés sur une étagère, la vue sur la ville qui s'étendait derrière moi à travers les baies vitrées. « Puis-je m'asseoir » a-t-il demandé doucement. « Oui » ai-je dit en désignant le fauteuil en face de mon bureau. Il s'est assis lentement, et j'ai remarqué que ses mains tremblaient légèrement. Nous nous sommes regardés par-dessus mon bureau, et le silence s'est étiré, inconfortable. Finalement, il a parlé. Ta mère et moi avons parlé. Et ta tante m'a passé un savon, plus d'une fois. Et Tyler. Tyler a admis certaines choses sur son CV, sur l'entretien. Il a dit que c'était juste, que tu lui avais donné une vraie chance et qu'il l'avait gâché. Je n'ai rien dit, j'ai juste attendu. La voix de papa était rauque quand il a continué. Je ne sais pas quand c'est arrivé, mais à un moment donné, j'ai cessé de te voir, de vraiment te voir. Je voyais Tyler comme celui qui avait besoin d'aide, de soutien et d'encouragement. Et toi, tu étais toujours si capable, si forte, si indépendante. Je pensais que j'étais un bon père en te poussant à être dur, à gérer les choses par toi-même. Il a fait une pause, luttant avec ses prochains mots. Mais je n'étais pas là quand tu avais besoin que je sois juste fier de toi.
Quand tu avais besoin que je sois présent, non pas avec des conditions ou des attentes, juste avec de l'amour. J'ai échoué à ça. Je t'ai laissé tomber. Les larmes montaient derrière mes yeux, mais je les ai refoulées. Je regarde ce bureau, a poursuivi papa, sa voix se brisant légèrement, et je vois ce que tu as bâti par toi-même, sans notre aide, sans notre soutien, peut-être même malgré nous. Tu es devenue cette personne incroyable, cette femme d'affaires accomplie, cette leader. Et au lieu d'être là pour célébrer avec toi, au lieu d'être fier. Il s'est arrêté, se couvrant le visage avec ses mains un instant. Quand il a relevé les yeux, ils étaient humides. Je t'ai banni de Noël, America. Ma propre fille. Je t'ai dit que tu n'étais pas assez bien pour venir à une fête de famille. Et puis je n'ai même pas pensé à ce que tu as dû ressentir, en passant cette journée seule. J'étais tellement concentré sur le fait d'impressionner la petite amie de Tyler, sur le fait d'avoir l'air d'avoir cette famille parfaite et brillante, que j'ai oublié ce que signifie vraiment la famille. Une larme a roulé sur sa joue, et il n'a pas pris la peine de l'essuyer. Je ne peux pas revenir en arrière. Les choses que nous avons dites, la façon dont nous t'avons traité, le Noël manqué. C'est fait. C'est arrivé. Et je sais que les mots ne peuvent pas réparer ce genre de blessure. Mais je suis là. Et je te demande si, peut-être, un jour, nous pourrions réessayer. Je veux connaître ma fille. La vraie toi. Pas la version que j'ai créée dans ma tête. Pas celle que j'ai essayé de te modeler. Juste toi. Mes propres larmes coulaient maintenant, des flots silencieux sur mon visage. Ça va prendre du temps, papa. Beaucoup de temps. Vous m'avez blessé de manière que je suis encore en train de digérer. Et il ne s'agit pas seulement de Noël. C'est des années à me sentir comme si je n'étais jamais tout à fait assez bien, jamais tout à fait aussi aimé que Tyler. Je sais, a-t-il dit en hochant la tête. Je sais. Et je ne demande pas un pardon immédiat. Je ne suis même pas sûr de mériter un pardon un jour. Mais je demande une chance. Peu importe le temps que ça prendra, peu importe ce que ça prendra, je veux faire mieux. Je veux être le père que tu méritais depuis le début. Nous sommes restés assis dans mon bureau alors que le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange et de violet. Finalement, j'ai parlé. J'ai besoin de voir un vrai changement, papa. Pas seulement des mots, des actions, de manière constante. J'ai besoin de savoir que tu me valorises pour ce que je suis, pas pour ce que j'accomplis ou pour mon apparence de réussite. Et j'ai besoin que tu comprennes que Tyler et moi sommes des personnes différentes avec des parcours différents. Et c'est normal. Tu ne peux pas continuer à le mettre sur un piédestal et t'attendre à ce que je me batte pour des miettes d'approbation. Je comprends, a dit papa. Je promets que je ferai mieux. Nous ferons mieux. Ta mère. Elle a plus de mal avec ça. Elle est encore en train de digérer, mais elle écoute. Elle commence à voir les choses différemment, elle aussi. J'ai besoin d'excuses de sa part aussi, ai-je dit fermement. De vraies excuses. Et de Tyler. Tu les auras, a promis papa. Tyler se sent très mal à propos de tout. Il est en thérapie, en fait, il travaille sur certaines choses. Et il voulait que je te dise qu'il est désolé pour la façon dont il s'est comporté lors de l'entretien et après. Il sait qu'il a tout gâché. Papa s'est levé pour partir, puis s'est retourné à la porte. Sa voix était épaisse d'émotion quand il a parlé. Je suis fier de toi, America. J'aurais dû le dire il y a des années, des décennies. J'aurais dû le dire tous les jours. Mais je le dis maintenant, et je le pense de tout mon cœur. Je suis si incroyablement fier de qui tu es et de ce que tu as bâti. Tu es remarquable. Après son départ, je suis resté dans mon bureau un long moment, regardant les lumières de la ville s'allumer alors que la nuit tombait. La conversation n'avait pas tout réglé. Des années de blessures ne guérissent pas en une seule conversation. Mais c'était un début. Un vrai début. Les mois qui ont suivi ont été une danse prudente de reconstruction de la confiance. Papa appelait une fois par semaine, toujours respectueux de mon temps, toujours sincère dans son intérêt. Il posait des questions sur mon entreprise et écoutait vraiment les réponses. Il posait des questions sur ma vie, mes rêves, ce vers quoi je travaillais. Maman a mis plus de temps. C'est en juillet qu'elle a finalement appelé, sa voix rigide et formelle. America, je te dois des excuses. Ton père m'a bien fait comprendre que nous t'avions laissé tomber, et je dois reconnaître mon rôle là-dedans. J'ai eu tort à propos de Noël,
de la façon dont nous t'avons traité, de tout. Je suis désolé. Ce n'était pas l'excuse la plus sincère, mais c'était un début. Au fil du temps, ces appels sont devenus plus fréquents et plus sincères. Elle a commencé à poser des questions sur ma vie avec une réelle curiosité plutôt qu'un jugement. Tyler a envoyé un long email en août. Il a détaillé tout ce sur quoi il avait travaillé en thérapie, reconnaissant à quel point il avait été arrogant, comment il avait profité du favoritisme de nos parents, comment il avait laissé la jalousie et l'insécurité guider son comportement. Il s'est excusé pour les mensonges du CV, pour la menace de poursuite, pour les publications sur les réseaux sociaux. Il a terminé par « Tu as toujours été celle que j'admirais, même quand je faisais semblant du contraire. Je suis désolé de ne te l'avoir jamais dit. Je suis désolé de ne t'avoir jamais soutenu quand j'aurais dû le faire. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. » J'ai répondu une semaine plus tard. Pas de pardon, pas encore, mais une reconnaissance, une ouverture pour une conversation future. Innovatrice a continué de croître au-delà de nos projections les plus folles. En septembre, nous avions 75 employés et nous signions des clients plus vite que nous ne pouvions suivre. Diana et moi avons fait l'objet d'un article dans une publication économique nationale, un reportage complet sur les jeunes femmes entrepreneurs qui changent le secteur. La reconnaissance était gratifiante, mais ce qui comptait le plus, c'était l'impact que nous avions, des petites entreprises qui prospéraient grâce à notre plateforme, des emplois créés, des rêves réalisés. Marcus et moi avons emménagé ensemble en octobre, une décision qui semblait juste et naturelle. Sa présence stable, son soutien inconditionnel, sa façon de me voir clairement sans jugement, c'était une guérison d'une manière que je ne savais pas que j'avais besoin. À Thanksgiving, près d'un an après les vacances désastreuses qui avaient tout déclenché, j'ai organisé le dîner dans ma maison de ville. C'était en petit comité, juste moi, Marcus, Diana et son mari, tante Hélène, et oui, mes parents. C'était gênant au début. Maman a apporté un plat qu'elle avait préparé et s'est agitée pour savoir où le mettre. Papa se tenait dans mon salon, l'air mal à l'aise, comme s'il n'était toujours pas sûr d'être vraiment le bienvenu. Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, quelque chose a changé. Nous nous sommes assis autour de ma table à manger, et j'ai demandé à tout le monde de partager quelque chose pour lequel ils étaient reconnaissants. Quand ce fut le tour de papa, il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Je suis reconnaissant pour les secondes chances, pour les filles qui sont assez fortes pour exiger mieux, pour les leçons apprises, même quand elles arrivent tard. » Maman a ajouté doucement « Je suis reconnaissante pour la famille. La vraie famille. Pas la version parfaite que j'ai essayé de créer, mais la version désordonnée, compliquée, réelle, où les gens font des erreurs et, espérons-le, en tirent des leçons. » Tyler a appelé pendant le dîner, en visioconférence depuis l'endroit où il passait Thanksgiving avec des amis. Il avait déménagé dans une autre ville pour un nouveau départ, un nouvel emploi qu'il avait obtenu honnêtement. Il avait l'air en meilleure santé, plus heureux. « Salut, America », a-t-il dit, son sourire sincère. Je suis reconnaissant pour les sœurs qui connaissent leurs valeurs et qui n'ont pas peur de se défendre, même si cela signifie se dresser contre la famille. Après le dîner, papa et moi nous sommes retrouvés dans ma cuisine à faire la vaisselle ensemble. C'était un moment domestique simple, mais il semblait significatif. Ta mère et moi nous sommes inscrits à une thérapie familiale, a-t-il dit doucement, en me tendant une assiette à sécher. Nous travaillons à comprendre comment nous vous avons échoué, à toi et à Tyler, de différentes manières, comment nous avons créé la compétition au lieu du soutien, comment nous avons lié l'amour à la réussite. C'est bien, papa, ai-je dit. Vraiment bien. Je sais que nous ne pouvons pas effacer le passé, a-t-il continué, mais je veux que tu saches que je m'engage à faire mieux. Pas seulement à le dire, mais à le montrer tous les jours. Je l'ai regardé, cet homme qui m'avait si profondément blessé mais qui essayait sincèrement de changer. Je le vois, papa, et j'apprécie. La veille de Noël, nous avons eu une autre petite réunion, cette fois chez mes parents. À ma demande. Je voulais me réapproprier cet espace, créer de nouveaux souvenirs qui pourraient coexister avec les souvenirs douloureux. Nous n'avons pas recréé la grande fête de l'année dernière. C'était juste la famille immédiate, moi, Marcus, Tyler, qui étaient venus pour les fêtes, maman, papa, et tante Hélène. L'arbre était plus petit. Le dîner était plus simple. Mais les rires étaient réels. Les conversations étaient sincères. À un moment, je me suis retrouvé près du sapin de Noël, à regarder une photo sur la cheminée. C'était de la fête de l'année dernière, Tyler et Jessica, maman et papa, tout le monde souriant.
Je n'y étais pas parce que je n'y avais pas été. Papa est venu à côté de moi, voyant ce que je regardais. Sans un mot, il a pris le cadre, s'est dirigé vers un tiroir et l'a rangé. Puis il a pris son téléphone, a rassemblé tout le monde et a pris une nouvelle photo. Nous tous, serrés les uns contre les autres près de l'arbre, le bras de Marcus autour de moi, maman et papa de chaque côté, Tyler faisant une grimace, tante Hélène riant. C'est cette photo qui va sur la cheminée maintenant, a dit fermement papa. C'est notre famille. Plus tard dans la nuit, après que tout le monde soit allé se coucher sauf moi et Marcus, nous nous sommes assis dans le salon de mes parents, avec seulement les lumières de l'arbre, parlant doucement. Il y a un an, j'étais seul à Noël, ai-je dit doucement. Complètement seul. Et je pensais que c'était la pire chose qui puisse arriver, être exclu, me faire dire que je n'étais pas assez bien. Marcus m'a serré la main. Et maintenant? Maintenant je comprends que c'était le catalyseur dont j'avais besoin. Être exclu m'a forcé à cesser de chercher leur approbation. Ça m'a poussé à construire quelque chose pour moi-même, à me prouver à moi-même que j'avais de la valeur, pas à le leur prouver. J'ai bâti une entreprise, oui, mais plus que ça. J'ai bâti une vie qui reflète mes valeurs. Je me suis entouré de gens qui voient ma valeur sans condition. J'ai regardé autour de la pièce, la maison où j'avais grandi qui semblait différente maintenant, pas débarrassée de la douleur, mais transformée par la croissance. Ils essaient, ai-je continué. Vraiment, ils essaient. Et je les laisse revenir lentement, prudemment. Mais même s'ils ne le faisaient pas, même s'ils ne s'étaient jamais excusés ou n'avaient jamais changé, ça irait quand même, parce que je sais enfin que ma valeur ne dépend pas de leur approbation. Elle ne l'a jamais été. Marcus m'a doucement embrassé le front. Tu es assez remarquable, tu sais. J'ai souri. J'apprends à le croire. Le lendemain matin, le jour de Noël, je me suis réveillé dans ma vieille chambre d'enfant où je passais les fêtes. J'ai vérifié mon téléphone et j'ai vu un texto de Diana. Joyeux Noël, partenaire. Je vérifie les emails de l'entreprise parce que je suis une bourreau de travail. Et devine ce qui vient d'arriver? IBM veut nous parler de la mise en œuvre de notre plateforme à l'échelle de l'entreprise. À l'échelle de l'entreprise. On parle d'un contrat potentiel à 8 chiffres. Je me suis assise dans mon lit, relisant le message pour m'assurer que je ne rêvais pas. 8 chiffres. IBM. Mon entreprise, celle que j'avais bâtie quand ma famille pensait que j'étais une ratée, était sur le point de négocier avec l'une des plus grandes entreprises du monde. J'ai transféré l'email à Diana. On parlera de stratégie après les fêtes. Mais oui. Oui à tout ça. En bas, j'ai trouvé maman dans la cuisine en train de faire du café. Elle s'est retournée quand elle m'a entendu, et un instant, nous nous sommes juste regardés. Joyeux Noël, America, a-t-elle dit, et il y avait une chaleur dans sa voix qui avait manqué depuis si longtemps. Joyeux Noël, maman. Elle m'a versé une tasse de café sans demander, se souvenant exactement comment je le prenais, et me l'a tendu. Ton père m'a parlé de sa conversation avec toi, de sa volonté de faire mieux. Je veux que tu saches que je m'y engage aussi. Je sais que j'ai été plus dur avec toi qu'avec Tyler, et ce n'était pas juste. Je sais que je t'ai fait sentir que tu devais être parfaite pour mériter l'amour, et c'était mal. J'y travaille. J'espère que tu pourras être patiente avec moi pendant que je cherche comment être une meilleure mère. Je peux être patiente, ai-je dit, tant que je vois un réel effort. Elle a hoché la tête. Tu le verras. Je te le promets. Le reste de la journée a été paisible. Nous avons ouvert les cadeaux. J'avais offert à papa un journal en cuir avec Père fier gravé sur la couverture et une note à l'intérieur, pour consigner les moments avec ta fille. Maman a eu une photo encadrée de nous deux que Marcus avait prise à Thanksgiving, toutes deux riant de quelque chose de stupide. Tyler a eu une carte cadeau et une carte qui disait simplement « Pour de nouveaux départs ». Il m'avait aussi fait des cadeaux attentionnés. Rien d'extravagant, mais personnel, un livre que j'avais mentionné vouloir lire, un don en mon nom à une association caritative soutenant les femmes entrepreneurs, une lettre manuscrite de papa listant 52 choses qu'il aimait chez moi, une pour chaque semaine où il voulait reconstruire notre relation. Alors que je rentrais chez moi ce soir-là, Marcus à mes côtés, j'ai pensé au parcours de l'année écoulée. De ce texto dévastateur me disant de ne pas venir à Noël, à la création d'une entreprise de plusieurs millions de dollars, à la confrontation avec ma famille et à l'établissement de limites, à les laisser revenir lentement, prudemment, selon mes conditions.
J'avais appris qu'être sous-estimé n'est pas un inconvénient si on l'utilise comme carburant, non pas pour prouver aux autres qu'ils ont tort, mais pour se prouver à soi-même qu'on a raison. J'avais appris que l'amour sans condition est le seul qui vaille la peine. J'avais appris que la famille est compliquée et désordonnée, et que parfois, les personnes qui vous aiment peuvent encore vous blesser profondément. Mais la guérison est possible quand les gens sont prêts à voir leurs erreurs et à faire le travail difficile du changement. Plus important encore, j'avais appris que ma valeur n'avait jamais dépendu d'être invité à cette fête. J'avais toujours été assez. Il a juste fallu perdre leur approbation pour le croire enfin, vraiment. Mon téléphone a vibré avec un texto de Diana. Je suis si contente que nous ayons bâti ça ensemble. À l'année prochaine, qu'elle soit encore meilleure que celle-ci. J'ai souri et j'ai répondu, à nous, et à tout ce que nous construisons. En entrant dans mon allée, j'ai regardé ma maison de ville, ma maison remplie de meubles que j'avais choisis, d'art que j'aimais et de souvenirs que j'avais créés. Demain, je retournerai au travail et je commencerai à me préparer pour cette réunion avec IBM. Je continuerai à bâtir mon entreprise, à encadrer mon équipe, à faire une différence dans le monde des affaires. Mais ce soir, j'allais simplement être reconnaissante pour le voyage, pour les leçons, pour la personne que j'étais devenue à travers tout ça. Le succès ne se mesure pas à qui vous célèbre à ses fêtes. Il se mesure à votre capacité à vous célébrer vous-même, de manière authentique et complète, avec ou sans l'approbation de qui que ce soit. Et je le pouvais enfin. Alors, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà été exclu ou sous-estimé par les personnes qui étaient censées vous soutenir le plus? Comment l'avez-vous géré? Avez-vous laissé cela vous briser? Ou l'avez-vous utilisé comme carburant pour construire quelque chose de mieux? J'adorerais lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Vos expériences pourraient inspirer quelqu'un d'autre qui traverse quelque chose de similaire. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Cela aide plus de gens à trouver ces histoires et leur rappelle qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne. Nous partageons des histoires chaque semaine sur de vraies personnes confrontées à de vrais défis et trouvant leur chemin avec courage et grâce. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Peut-être quelqu'un qui lutte avec les attentes familiales, qui se sent sous-estimé ou qui se demande s'il est assez tel qu'il est. Parfois, nous avons tous besoin d'un rappel que notre valeur n'est pas déterminée par les opinions des autres. Merci d'avoir écouté mon histoire. Merci de faire partie de cette communauté. J'espère que vous trouverez le courage de connaître votre valeur, de fixer des limites lorsque vous en avez besoin, et de construire une vie qui reflète votre vraie valeur. Vous méritez d'être célébré, pas seulement aux fêtes de Noël, mais chaque jour. Prenez soin de vous et rappelez-vous que vous êtes toujours assez.